Récemment, j'ai fini la lecture d'un livre au titre Inavouable ici, qui m'a fait réaliser à quel point il est possible d'avoir le meilleur produit ou la meilleure offre et de quand même perdre des affaires. C'est dommage, c'est triste, mais c'est la réalité. Ce n'est pas toujours le meilleur produit qui gagne, tout comme ce n'est pas toujours le gentil qui gagne à la fin du film. Désolé si je fais voler en éclats toutes vos certitudes à ce sujet, mais c'est la réalité. Mais alors, si ce n'est pas sur les qualités intrinsèques de votre offre, comment un prospect prend-il donc une décision d'achat? Même s'il y a une part évidente, rationnelle et facile à identifier sur les prix, les délais, les caractéristiques du produit, il y a aussi des leviers émotionnels et psychologiques qui jouent dans la vente. Certains disent même assez facilement, et vous connaissez cette petite citation, nos décisions sont souvent basées sur des émotions, puis nous utilisons des critères rationnels pour les justifier. C'est hyper important, alors je vais le répéter. Nos décisions sont souvent basées sur des émotions, puis nous utilisons des critères rationnels pour les justifier. Nos émotions guident parfois nos décisions bien plus que nous le pensons. Des leviers psychologiques qui jouent dans la vente, il y en a beaucoup et il y en a dans toute décision en général d'ailleurs. Et parmi ces leviers, il y en a 6 qui ont été identifiés très précisément par un psychologue américain qui s'appelle Robert Cialdini. Et si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal puisque le livre dont je n'ai pas osé vous donner le titre au début de ce texte, c'est évidemment Influence et manipulation. Pourquoi j'ai pas voulu vous donner le titre? Eh bien parce que je pense que c'est un livre qui porte très mal son titre et qui met en avant des aspects du livre qui sont pas forcément les plus intéressants. Alors, mon avis, c'est que aujourd'hui, les facteurs et ces leviers psychologiques, vous ne pouvez pas les ignorer. Vous avez le droit de perdre une vente parce que le produit n'était pas adapté ou parce que le prix ne correspondait pas au budget de votre prospect, mais vous n'avez plus le droit de perdre de vente parce que vous ne connaissez pas ces concepts de psychologie. Alors, ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est que je vais vous les donner. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur YouTube qui s'appelle « Mécanismes psychologiques incontournables à connaître pour vendre en B2B ». En particulier en SaaS, vous connaissez la musique. Les 6 leviers, je vais vous les donner tout de suite. Le premier, c'est la réciprocité. Le second, c'est l'engagement et la cohérence. Le troisième, c'est la preuve sociale. Le quatrième, l'autorité. Le cinquième, la sympathie. Et le sixième, la rareté. Dans leur fonctionnement psychologique, certains prospects ont des automatismes, des habitudes qu'ils n'identifient plus, mais qui influencent bel et bien leur décision d'achat. Sur la réciprocité, je tiens avant tout à préciser que l'article, ça n'a pas objectif de résumer tout ce que doit être votre relation humaine avec les prospects. On va simplement mettre en lumière un des aspects qui me paraît important. Chapitre 1, la réciprocité. La réciprocité, c'est ce qu'on nous a inculqué depuis notre tendre enfance. Ce levier psychologique part du principe que lorsque quelqu'un nous donne quelque chose, un conseil, un cadeau, un service, une invitation, nous devons donner en retour. Si un ami vous invite au restaurant à l'heure du déjeuner, vous lui direz « la prochaine fois, c'est moi ». Quand quelqu'un vous offre quelque chose, vous pensez automatiquement à ce que vous pourriez lui offrir à votre tour, même si vous ne le ferez pas forcément par oubli. Quand des amis vous invitent chez eux, vous les invitez à votre tour. Si un ami vous rend un service, vous lui direz « n'hésite pas si je peux te rendre un service à mon tour ». Bref, vous l'avez compris, nous avons été éduqués à la réciprocité. Le principe de réciprocité est évidemment proportionnel. Si on vous accorde une faveur d'une sorte, vous allez vous arranger pour en rendre une proportionnelle. Il a même été prouvé, vous en doutez, qu'en cas de doute, on a une propension importante à rendre quelque chose qui a une valeur supérieure plutôt qu'inférieure, parce qu'on n'aurait pas envie de ne pas respecter ce principe de réciprocité. Alors en quoi cette découverte sur la psychologie des humains est-elle importante à connaître en vente? Pourquoi il faut savoir la maîtriser? Parce qu'en fait, c'est devenu un automatisme. Pire, c'est devenu un réflexe. Dans le livre de Robert Cialdini, il est fait mention d'une expérience d'ailleurs qui est hyper intéressante, qui utilise le levier de la réciprocité pour tester son effet sur la vente. On prend 2 populations strictement similaires et on va leur proposer d'acheter des tickets de tombola. Dans un cas, avant de leur proposer les tickets de tombola, on va leur proposer gratuitement, on leur donne une canette de coca, tiens, j'ai une canette de coca pour toi. Et ensuite, on va engager la conversation sur les tickets de tombola. Et puis dans l'autre cas, on va tout de suite engager la conversation sur les tickets de tombola. Quel effet pensez-vous que cette dette de réciprocité, c'est-à-dire la bouteille de coca, a-t-elle eu sur la vente? Vous en doutez, c'est que ça les a augmentés. Mais dans quelle proportion? Et c'est ça qui est intéressant, ça les a augmentés de 100%. Offrir une bouteille de coca en amont a permis de multiplier par 2 le montant moyen que les personnes dépensaient dans les billets de tombola. Sachant que le billet de tombola, il coûte 2,5 fois plus cher que la bouteille de coca. Donc on voit l'effet tout à l'heure de rendre plutôt plus que moins. Moi, je trouve ça bluffant. C'est quelque chose auquel je pense souvent et j'imagine que dans la vie de tous les jours, vous avez déjà détecté sans vraiment trop le comprendre ce principe de réciprocité. C'est le boucher qui offre une rondelle de saucisson à votre enfant pour que vous achetiez plus à la boucherie. C'est le maraîcher qui va vous offrir un bout de mandarine pour que vous la goûtiez en espérant que vous allez lui acheter des mandarines. Vous avez pris une mandarine, bon, faut faire quelque chose, il a été sympa. C'est le pot de bonbons qui trône fièrement sur un salon professionnel. Vous allez vous approcher, prendre un bonbon, mais là, vous faites alpaguer par un commercial et évidemment, vous allez prendre du temps pour l'écouter, même si vous n'avez rien à voir avec
sa proposition de valeur. Alors il ne faut pas voir le mal partout en pensant qu'à chaque fois qu'on vous offre quelque chose, c'est parce qu'on attend quelque chose de vous en retour, non. Mais il ne faut pas nier l'utilisation de cette ficelle par de nombreuses organisations. Alors maintenant qu'on a conscience de ça, qu'est-ce qu'on doit faire pour booster nos ventes? Comme d'habitude, je pense que tout est question de mesure et d'intention. Si le fait d'offrir quelque chose n'a pas d'autre but que de faciliter la relation, de faire quelque chose de sain, de dire j'ai envie de construire une bonne relation avec toi, alors il faut le faire. Si au contraire vous avez des attentes précises lorsque vous faites cela et que vous espérez un retour précis en échange, je pense que vous n'allez pas dans la meilleure direction et j'aurais plutôt tendance à éviter ce type d'utilisation de la technique. Alors, connaître et maîtriser cette technique, c'est utile pour vous-même déjà, parce que vous allez pouvoir détecter plus facilement les gens qui agissent ainsi et pouvoir y répondre correctement. Moi, je vous le dis, si vous ne l'avez pas déjà dit, mais je sais que vous le savez déjà, c'est que c'est pas parce que quelqu'un vous offre quelque chose, c'est pas parce que vous acceptez quelque chose, que vous êtes lié, que vous devenez obligé de rendre cette chose. Vous avez le contrôle, vous pouvez décider de ne pas le faire. Ou en tout cas, posez-vous la question, est-ce que je rends parce qu'il faut rendre, ou est-ce que je rends parce que je souhaite réellement rendre? C'est devenu un automatisme, c'est très dur d'avoir le contrôle dessus, mais c'est possible. C'est possible dans un sens, quand vous en êtes entre guillemets le destinataire, et c'est possible dans l'autre, quand vous utilisez le principe de réciprocité, alors faites-en bon usage. Chapitre 2, l'engagement et la cohérence. Ce levier psychologique part du principe que les désirs d'apparaître comme des personnes cohérentes avec les choix que nous faisons est très fort chez nous. Nous nous sentons obligés de justifier notre choix initial par des actions cohérentes ensuite. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous nous sentons très gênés lorsqu'une personne nous fait remarquer certaines incohérences dans nos choix. Mais tu dis que tu es végétarien mais tu portes des chaussures en cuir. En fait, ça n'a rien de tragique, on est tous pleins de paradoxes, il faut l'assumer, mais malgré ça, ça n'a rien de tragique, on se sent obligé de se justifier parce que on veut apparaître comme des personnes cohérentes. Alors il y a un autre phénomène hyper intéressant qui résulte de ce principe psychologique d'engagement, c'est la force des engagements publics. C'est hyper facile de le constater. Quand vous allez annoncer publiquement « je vais arrêter de fumer » ou « je vais courir un marathon », d'ailleurs les deux en même temps, le désir brûlant de rester cohérent avec cette affirmation publique, c'est ça qui va vous aider à aller au bout de l'engagement. Alors c'est pas garanti, mais c'est un facteur supplémentaire qui est absolument pas négligeable et qui peut vous aider à respecter votre engagement. Alors moi je vous invite à vous en servir et à aller publiquement vous engager à des choses qui sont importantes pour vous parce qu'il y a d'ailleurs une motivation psychologique qui va vous aider à tenir. Et je vais jusqu'à dire que ça va vous aider à faire des choses que vous n'aurez pas forcément faites habituellement. Et les prospects dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire des prospects sur ce principe d'engagement et de cohérence? Eh bien, par le principe de la cohérence et de l'engagement, un prospect il sera plus facilement enclin à accepter une chose lorsqu'il en a accepté une autre auparavant, souvent d'ailleurs un peu plus moins engageante. Et à ce sujet, il y a une expérience frappante qui a été faite par Mary B. Harris en 1972 et qui montre la différence flagrante de résultats obtenus entre deux manières de demander de l'argent à des passants dans la rue. La première manière consiste à demander simplement et la deuxième manière consiste à faire la même chose mais en faisant une première petite demande au préalable, celle de demander l'heure. De la même manière, vous avez déjà compris qu'en demandant l'heure au préalable, on obtient plus de satisfaction sur la partie argent. Il y a plus de gens qui nous donnent de l'argent. Dans quelle proportion? Le chiffre, c'est 4. Dans 4 fois plus de cas, on obtient de l'argent des passants en ayant demandé l'heure au préalable. Il y a une deuxième expérience hyper intéressante d'une spécialiste en psychologie sociale à Harvard qui s'appelle Helen Langer et qui a prouvé qu'en disant simplement parce que pour motiver nos demandes, voilà, quand on avait une requête, ça augmentait nos chances que la requête soit acceptée de 56%. Il y a cette expérience célèbre dans les lignes d'attente des photocopieurs dans l'université américaine où il y a quelqu'un qui veut dépasser tout le monde et qui dit « Excuse-moi, est-ce que je peux te dépasser ?» Et dans l'autre cas, il dit « Excuse-moi, est-ce que je peux te dépasser ?» Parce que mon chat a le dos qui lui gratte, quelque chose qui a absolument rien à voir, et ben on constate dans les résultats, et c'est assez étonnant, qu'en disant le parce que, même si la raison est complètement débile, on obtient en effet plus d'acceptation pour dépasser les gens dans la file d'attente. Chapitre 3, la preuve sociale. Le levier psychologique de la preuve sociale, il est hyper connu, mais il est aussi très intéressant. C'est pas pour rien. C'est un système que le prospect utilise pour déterminer ce qu'il faut faire ou non, ce qui est bien ou non. On regarde comment nos pairs agissent pour déterminer la manière dont nous-mêmes nous devons agir. La plupart du temps, ce type de réflexe nous fait gagner du temps. Mais il y a d'autres situations où faire comme tout le monde, en fait, c'est préjudiciable. Regardez ces fois où tout le monde se met à la queue sur les mêmes lignes pour acheter des tickets de métro, alors qu'il y a d'autres guichets libres et personne n'y va juste parce qu'il y a personne qui y va. Et d'un coup, vous voyez quelqu'un passer, aller à ce fameux guichet et sortir un ticket de la machine. Là, vous dites, mais qu'est-ce que je suis bête? Pourquoi j'y suis pas allé? Eh bien, c'est le principe de la preuve sociale qui vous a empêché d'y aller et qui vous fait rager de ne pas avoir pris l'initiative d'aller à cette fameuse machine que tout le monde semblait bouder. Comment on peut utiliser ce levier pour ne pas rater de vente? Eh ben, le grand classique, c'est évidemment de toujours mentionner le nom des clients avec lesquels vous travaillez et auxquels votre prospect peut s'identifier. Il se dira alors, si mes confrères le font, c'est certainement que c'est la bonne attitude à adopter. Cette solution doit vraiment valoir le coup que je m'y penche. Ne sous-estimez pas la puissance de ce genre de petites phrases, elles vous aideront grandement à progresser dans la vente.
Principe 4, le principe d'autorité. Nous avons appris depuis notre temps d'enfance à reconnaître et respecter les signes apparents d'autorité. De manière générale, cela nous est utile évidemment, mais là encore, certaines fois, nous ferions mieux de bien y réfléchir. Stanley Milgram a prouvé en 1963 dans son expérience que des sujets étaient prêts à infliger, tenez-vous bien, des chocs électriques brutaux et dangereux à d'autres personnes si une personne d'autorité le leur demandait. Et ce, même si la victime des chocs suppliait d'arrêter. A l'inverse, lorsque la même demande était faite par une personne qui ne présentait pas de signe d'autorité, pas de blouse blanche ou pas de titre de docteur, les sujets remettaient en question la demande et finissaient par arrêter. C'est assez bluffant, juste parce qu'il y a un titre ou une blouse blanche, on se met à faire des choses complètement idiotes par ce principe d'autorité. Alors là encore, dans les ventes, comment ça fonctionne ? Eh bien, il faut utiliser des arguments d'autorité comme les dépôts de brevets, les certifications, l'appartenance à des groupes ou des communautés qui sont réputées, qui vont permettre à vous, à vos entreprises, de mettre en avant votre autorité et ainsi faciliter le respect et la crédibilité qu'on va vous apporter. Le sérieux de votre démarche, de votre proposition. Si vous ne mettez pas ça en avant, vous allez vous priver de ce crédit gratuit, de cette autorité gratuite que le prospect voudrait vous attribuer. Donc, si vous savez, et maintenant vous le savez, que certaines personnes accordent automatiquement de l'importance à ces signes extérieurs d'autorité et que cela influence leur décision d'achat, si c'est vrai, et seulement si c'est vrai, vous ne devriez pas vous priver de le mentionner. Chapitre 5, la sympathie. Et là, sur la sympathie, il y a deux choses que je veux mettre en avant qui sont drôles et qui sont vraies. Ce qui va influer sur la sympathie, le principe de sympathie, c'est 1, l'apparence physique. Vous avez bien entendu, l'apparence physique. Le premier facteur, c'est qu'un prospect aura naturellement tendance à prêter des qualités positives comme l'honnêteté et la sympathie à des commerciaux qu'il trouve beaux. C'est complètement subjectif, mais si le prospect vous trouve beau, il aura plus de chances de vous trouver honnête, sympathique, compétent. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer ça ? Faites attention à la manière dont vous habillez, faites attention à votre apparence avant d'arriver au rendez-vous pour mettre toutes les chances de votre côté que votre prospect, que ce soit un homme ou une femme, vous trouve beau. Il y a une deuxième chose qui influe sur la sympathie, c'est la similitude. C'est la raison pour laquelle un vendeur peu scrupuleux ne se privera jamais de vous mentir en vous disant « Ah oui, mon cousin a la même, ah moi aussi je pars là-bas en vacances ». Il crée artificiellement de la similitude pour entraîner votre sympathie. C'est souvent fait de manière malhabile, mais sachez que même quand c'est flagrant, ça fonctionne. Il y a une expérience qui est expliqué dans le livre de Robert Cialdini, qui exprime très bien ça, c'est la différence entre la flatterie et les compliments. Il va voir des gens et il les flatte, mais manifestement. Donc la flatterie, c'est des comportements qui ne sont pas pensés, mais qui sont vraiment grossiers. Donc, ouais, c'est magnifique ce truc, vraiment j'adore ça chez toi, c'est super chouette, et on en fait des caisses. Et la personne sait que c'est pas vrai, elle sait que c'est horrible. Sauf qu'après, il lui fait une demande. Et là encore, qu'est-ce qu'on se rend compte ? Quand il y a eu de la flatterie au préalable, la personne avoue, elle sait qu'elle a été flattée, elle le dit, mais quand même, la propension à accepter la demande qui est faite ensuite, elle est beaucoup plus forte. Donc pensez-y et ne vous privez pas là encore. Si vous avez des points de similitude avec votre prospect, vous pouvez le dire de manière simple, de manière directe. Vous n'êtes pas obligé d'en faire des caisses, mais cette similitude, elle va automatiquement entraîner la sympathie de la personne. Si c'est honnête et que c'est fait pour faciliter la relation, moi je pense que vous devriez le faire. Donc pensez-y, cherchez ces similitudes, n'en faites pas des caisses, mais n'hésitez pas à les utiliser. Il n'y a pas de problème, encore une fois, c'est une question d'intention. Chapitre 6, la rareté. Le principe, c'est que si on apprend qu'une chose est rare, on va se mettre quasiment automatiquement à la désirer. Vous prenez l'exemple d'une table, vous allez dans un magasin, vous voyez une table, vous la regardez, vous la trouvez pas mal, vous dites ça pourrait convenir dans mon salon. Et là, il y a un vendeur qui arrive et qui entame la discussion avec vous. Il comprend que ça fait 2 semaines que vous cherchez une table pour votre salon, puis après avoir rapidement pianoté sur votre ordinateur, il va dire, comme par hasard, il va vous annoncer, ah bah, il nous reste qu'une table comme celle-ci en magasin. Et je sais pas si on va en recevoir d'autres. Vous, ça fait 3 semaines que vous cherchez une table, celle-là semblait à peu près convenir, ça vous paraissait ok, mais tout d'un coup, en sachant que c'est la dernière chance que vous avez d'avoir la table, vous vous mettez à la désirer beaucoup plus que ce que vous l'auriez fait si vous saviez qu'il y en avait eu 10. Vous craquez et vous l'achetez. Le rareté, c'est un levier psychologique qui crée lui aussi des automatismes chez les prospects. C'est vieux comme le monde et vous savez probablement. C'est pour ça qu'il y a des messages publicitaires, quantité limitée, offre à durée limitée, dernier jour de solde. Les choses rares nous semblent tout d'un coup beaucoup plus désirables. Si nous n'avons pas conscience de leur rareté, nous ne les désirerions parfois, peut-être pas. Alors ça, c'est une stratégie marketing à part entière, ça s'appelle le marketing de la rareté. Il y a par exemple la marque Suprême qui se base là-dessus pour faire décoller ses prix et c'est comme ça qu'on voit des gens faire la queue devant un magasin qui vend des t-shirts blancs avec un logo rouge. C'est le principe de la rareté sur lequel se repose Suprême pour faire décoller ses ventes. Alors dans le principe de la rareté, il y a aussi le concept de la peur de perdre. Sur le même concept, l'idée de perdre quelque chose, l'idée que quelque chose qu'on a déjà nous soit piqué, elle va rendre tout d'un coup cette chose beaucoup plus désirable à nos yeux. C'est l'histoire des enfants, ils ont un jouet avec lequel ils jouent jamais et d'un coup il y a quelqu'un qui leur prend et ils disent non mais je l'utilise tout le temps, je veux pas que tu me l'enlèves. Bah nous on est comme des enfants, la peur de perdre ça nous terrorise et surtout ça nous fait à nous mettre désirer quelque chose.
sur lequel on ne se serait pas forcément arrêté. Là aussi, pensez-y, pensez aux différentes situations que vous avez pu vivre et pour lesquelles ce principe de rareté vous a joué des tours. Alors pour résumer, petite conclusion sur ces 6 leviers que vous devez de maîtriser, de connaître et d'utiliser avec les bonnes intentions pour vendre. Le premier, c'est la réciprocité. Si on vous offre quelque chose, vous vous sentirez obligé d'offrir en retour. Le deuxième, c'est l'engagement et la cohérence. Vous êtes prêt à beaucoup pour vous montrer cohérent face au monde. Le troisième, c'est la preuve sociale. Si beaucoup de personnes agissent ainsi, c'est que ce doit être la bonne chose à faire. Le quatrième, l'autorité. Si cette personne importante a dit cela, alors il faut le faire. Le cinquième, la sympathie. J'apprécie cette personne qui m'apprécie également. Et le sixième, la rareté. On veut les choses qu'on ne peut pas ou qu'on peut difficilement avoir. Ces connaissances que vous avez maintenant ou que je vous ai rappelées, elles vous apporteront sans aucun doute une compréhension plus fine des mécanismes psychologiques sous-jacents de vos prospects. Pour autant, je vous demande la plus grande précaution dans leur usage. Quand je crée du contenu comme ça, que je écris des articles, je vous fais des vidéos, moi j'ai toujours plaisir à écrire. Mais ma seule cible et les gens qui m'intéressent, c'est servir les commerciaux honnêtes, compétents et aux bonnes intentions. Parce que ce qui va distinguer un manipulateur et un pédagogue ou un fin commercial, c'est bien l'intention. Il n'y a pas que ça, c'est un sujet éminemment complexe que je ne peux pas traiter ici, mais l'intention, c'est une grosse partie. Utilisez ces connaissances pour faire passer vos messages et vous rendre plus désirable, mais ne perdez pas à l'esprit que la base de notre métier, c'est qu'on ne vend pas à quelqu'un qui n'a manifestement pas de besoin fort pour ce que nous vendons. Ma mission, c'est d'aider les commerciaux à pratiquer leur métier au meilleur niveau pour conquérir leur marché et atteindre des objectifs ambitieux. Pour ce faire, ils doivent être au fait des ressorts psychologiques sous-jacents aux décisions des prospects. On ne peut plus ignorer cela car ça pourrait nous faire perdre des ventes pour des mauvaises raisons, je le disais en introduction. On n'a jamais reproché à un adulte de se baisser et de prendre un ton de voix un peu mielleux pour mieux communiquer avec un enfant. Alors pourquoi on reprocherait à un commercial de tenir compte des fonctionnements préférentiels de ses prospects pour adapter sa communication et ainsi faciliter les échanges? C'est exactement de ça dont il s'agit avec ces 6 principes psychologiques. Alors voilà, vous êtes maintenant mieux armé sur ces mécanismes et c'est déjà une belle partie du chemin. À vous de comprendre comment en tenir compte dans votre démarche commerciale dans le respect infaillible du prospect. Je vous souhaite de belles ventes et vive les commerciaux honnêtes et compétents.